Donc bonsoir à tous, on est sur un webinaire qui est enregistré ce soir, qui est sur la thématique, le métier de business analyst, analyste métier également, dans le cas du secteur public, dans les secteurs publics. Et ce soir, nous recevons Philippe Boisseau. Bonsoir Philippe, et merci d'être là. Bonsoir à tous. Ainsi que Adrien Coudron, qui sera également, nous parlerons tous les deux de leur expérience. Merci Adrien également d'être là. Eh bien, bonsoir à tous, avec plaisir. Alors, avant de donner la parole à Philippe et Adrien pour nous parler de qu'est-ce qu'être un business analyst dans le secteur public, quels sont les défis, la maturité et les évolutions de ce secteur, comment ils le perçoivent, comment ils le voient, comment ils le vivent au quotidien, je voulais un petit peu vous parler avant de IBA. Alors, IBA, c'est l'association internationale, une association professionnelle qui regroupe tous les business analysts du monde. Donc, IBA pour International Institute of Business Analysis, créé en 2003, aujourd'hui avec un peu plus de 30 000 membres. Nous sommes présents dans plus de 160 pays et ceci au travers de 140 chapitres. Ce soir, ce webinaire est porté par les chapitres IBA Geneva et IBA France, deux chapitres de IBA parmi ces 140 chapitres. IBA France représente naturellement le côté français, IBA Geneva représente la partie suisse et suisse romande plus particulièrement. Mais aujourd'hui, je crois que Philippe, que c'est également la Suisse dans sa globalité. Oui, c'est le dernier chapitre en fait de Suisse, parce que la Donc, en Suisse somme, allemande a arrêté. IBA Geneva, aujourd'hui, peut être considéré comme le IBA suisse. IBA, c'est également plus de 500 partenaires, entreprises, universités. Alors, il faut savoir que les membres partenaires de ces entreprises ne sont pas comptabilisés dans les 30 000 membres, hein. Seuls les membres individuels, c'est-à-dire qui payent leurs cotisations, sont comptabilisés. Et avec plus de 45 000 certifiés CEBAP, alors CEBAP, sur les 3 dernières années. Alors, je reviendrai après sur c'est quoi les certificats CEBAP. Alors, quel est le rôle d'IBA? Le rôle d'IBA, c'est de porter au travers des différents chapitres, les différents chapitres, mais également sa communauté, la pratique et les pratiques d'analyse métier. Chaque chapitre également va animer des webinaires ou autres pour œuvrer et participer à la reconnaissance de cette profession et marquer, définir un petit peu quels sont les standards de la profession d'analyse métier, de business analyst. Quand vous êtes adhérent, vous aurez accès à ce qu'on appelle le Knowledge Hub, qui est finalement le hub de connaissances de l'IBA, et où vous pourrez également retrouver un différent nombre, différents manuels ou guides, tels que le BABOK, qui est le guide d'origine pour le Business Analysis Book of Knowledge, ainsi que d'autres guides, tels que le modèle de compétences de la business analyse, le standard de la business analyse, qui est le résumé du BABOK. IBA passe à tout, ils ont même pensé à comment manager ces perles rares que sont les business analysts, moutons à cinq pattes, et comment bien les manager pour les garder, pour pas qu'ils aient la concurrence. Également, comment proposer en fait un framework pour passer de la stratégie à l'exécution selon différentes étapes, ainsi que d'autres guides sur lesquels il y a également des certifications qui sont associées, qui sont le guide agile, qui vient compléter finalement l'EBA dans un contexte agile, le guide autour de l'analyse de données, comment les BA sont intégrés dans des initiatives autour de la data. Donc, ça peut aller sur des initiatives de big data, pour des initiatives de BI, et même également intégrer des initiatives autour de l'IA. Parce que finalement, l'IA, il faut manipuler des données. Un guide autour de la cybersécurité, comment le business analyst, l'analyste métier, va aider finalement le sponsor à amener à faire des choix en matière de cybersécurité. Euh, Qu'est-ce qu'une menace de cybersécurité? Qu'est-ce qu'un risque IT? Quelles sont les normes également qui sont associées? En somme, comment le business analyst, dans un contexte IT, va participer à sécuriser la société et réduire le risque d'attaque de cyber-rançon ou de cyberattaque. Et enfin, le guide CPOA, on a guide qu'on appellera le POA, Product Ownership Analysis, qui est un rôle que l'on voit petit à petit émerger, qui est à la frontière entre le BA et le PO, et qui finalement, c'est comment une même personne va pouvoir euh, avoir ce rôle de BA plus PO, et donc
ne plus devenir un propriétaire d'un produit ou un analyste métier, mais devenir le propriétaire de l'analyse de produit. Donc, les compétences qui sont mixées, qui sont mélangées, mixées entre les compétences du BA et les compétences du PO. Également, comme je vous ai expliqué, ce webinaire de ce soir est organisé par le chapitre de Genève. Chapitre de Genève, où Philippe ce soir est également le trésorier de ce chapitre. Quelles sont les activités de chapitre de Genève? Principalement le congrès, je reviendrai tout à l'heure. Il faut savoir que les inscriptions sont aujourd'hui ouvertes et que le congrès annuel cette année est porté sur la data. Et le programme est mis en ligne depuis peu. Le congrès annuel, ainsi que des ateliers en soirée, sous forme de webinaire ou ateliers en présentiel sur Genève ou sur Lausanne ou dans d'autres villes. Également, des groupes d'études. Alors, le groupe d'études autour du Baboc, mais il me semble qu'il y aura une nouveauté qui est en train d'arriver. Je ne sais pas si on a vraiment le droit d'en parler, Philippe, autour de la data ou quelque chose comme ça. Tu vas spoiler tout, mais effectivement, en 2026, on va, en plus du study group d'études donc du Baboc, on va ouvrir un study group orienté data. Et donc, il est très important que vous nous suivez sur LinkedIn, les chapitres, pour que vous soyez les premiers à pouvoir vous inscrire parce que, un peu comme les ateliers en présentiel ou comme les study group, les places sont un peu limitées. Et malheureusement, c'est un peu le premier qui demande, le premier servi, le premier qui reçoit. Donc, il est important de suivre justement ces différents canaux. Et enfin, une activité autour qui est plutôt orientée vers les entreprises, enfin vers les BA des entreprises. C'est pas le BA en soi qui peut adhérer à ces ateliers, c'est des ateliers où nous proposons, ou est proposé de faire dialoguer tous les BA de différentes entreprises qui veulent participer à la Code de BA. Donc, c'est une manière également de pouvoir suivre l'actualité autour de la BA, mais également autour des méthodes projets, des initiatives, etc. Une méthode de formation également, sans forcément devoir passer par un organisme de formation, étant donné que tous ces éléments sont encadrés par des bénévoles des chapitres IBA Geneva. Et donc, ça vous permettra au BA. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a 10 entreprises qui sont au sein même de cette code de BA Tout à fait. et qui peuvent justement échanger, dialoguer sur leur quotidien, les techniques qu'ils utilisent, ce qu'ils font. Donc, c'est une des meilleures pratiques, j'ai envie de dire, des meilleurs moyens pour monter en compétence et comprendre qu'est-ce que fait peut-être quelqu'un d'autre que l'on pourrait adapter à notre contexte pour peut-être nous enlever une épine du pied et finalement être complètement dans son rôle de BA. Donc, je vous invite à tous de pouvoir vous inscrire et suivre tant la page LinkedIn du chapitre, mais également à vous inscrire à la newsletter pour pouvoir suivre l'actualité suisse de la BA. Et si vous avez une idée, un sujet, ou même que vous souhaiteriez venir aider en tant que bénévole le chapitre, n'hésitez pas à écrire sur président@geneva.iba.org parce que le chapitre Genève comme le chapitre France ne peuvent vivre que s'ils ont des bénévoles et des personnes qui vont venir participer à faire vivre justement ces communautés. Côté français, alors juste oui, en effet, j'avais parlé du congrès de l'AVA, donc ça y est, les inscriptions sont ouvertes depuis début septembre et nous vous concoctons pour le jeudi 20 novembre à Prilly un programme assez vaste autour de la data, autour de l'IA, comment les BA vont s'intégrer dans ces contextes-là, dans ces différents contextes. Nous avons différents intervenants de qualité qui vont intervenir durant toute une journée. Vous pourrez rencontrer tous ces intervenants, rencontrer également la communauté locale des différents BA, rencontrer également des partenaires qui participent justement à financer et à aider justement pour ce congrès. Sans eux, nous ne pourrions pas réaliser ce type d'initiative. Bref, là encore, tout le monde est bienvenu. Les inscriptions sont ouvertes. Les places sont également limitées parce qu'on est un peu restreint par le nombre, par la salle et le nombre de personnes qu'on pourra mettre dans cette salle. Donc, inscrivez-vous. Les inscriptions sont ouvertes. Côté français, les chapitres ont tous à peu près les mêmes activités, mais la France a quand même quelques petites particularités. Nous lançons en effet les groupes d'études. Nous avons également des ateliers webinaires ou des présentiels tels que se font, et tels que nous le voyons ce soir. Des initiatives également par ville.
sur Paris, sur Marseille, Aix-en-Provence, sur Lyon, au travers desquels vous pouvez retrouver cette communauté dans ce que l'on appelle les BA au bar. Alors, j'ai oublié, hein, il y a également des BA au bar côté Genève. Il faudra suivre le LinkedIn pour justement venez rencontrer les autres BA autour d'un verre de manière conviviale. Côté français, ben, c'est plutôt orienté au niveau des villes. Il y a une boucle WhatsApp qui vous permet justement de vous tenir informé de ce qui se fait. Je crois, Adrien, qu'il y a une prochaine BA au bar qui est organisée prochainement, je crois. La date est encore en train d'être construite. Oui, oui, Jean-Marc et Daniel sont en train de discuter de la date. En effet, Donc, mais je vais être... donc, il y a une date qui est en train d'être proposée très, très prochainement. Également, côté français, IBA France euh, intervient auprès de l'APEC et autres pour définir c'est quoi la fiche de poste d'un BA, aussi au sein des entreprises pour expliquer c'est quoi le BA. Et nous souhaitons, d'ici 2026, lancer un peu comme se fait côté Genève, cette code de BA, qui peut être lancer quelque chose d'équivalent côté français. N'hésitez pas également à suivre le chapitre France, qui par ailleurs également proposera son congrès, mais un congrès virtuel courant 2026. Ce sera les semaines de la BA, les semaines francophones de la BA. Suivez-nous pour rester informés. Suivez-nous sur LinkedIn, mais également vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Et si vous avez souhaité proposer, vous avez envie de contribuer ou proposer un sujet pour faire un webinaire ou autre, n'hésitez pas également à nous contacter sur les adresses qui sont définies en haut sur la gauche. Merci en tout cas à tout le monde et puis nous remercions donc les deux chapitres IBA France et IBA Geneva qui nous donnent aussi le support technique pour réaliser ce type de webinaire et de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse, tous les BA puissent se rencontrer et échanger dans des thématiques telles qu'on va le voir ce soir. Merci, je reviens encore à Philippe et à Adrien. Donc ce soir, Philippe, si j'ai bien compris, tu es senior business analyst, tu es en Suisse romande, tu seras la partie suisse, tu as la voix suisse de la vision de la BA dans le public, avec plus de 25 années d'expérience. Tu travailles dans différentes administrations et autres. Adrien, merci également à toi. Donc, tu es business analyst chez CGI depuis 7 années. Tu as une spécialisation dans le secteur public en contexte agile. Je crois que tu formes également au sein de CGI sur les méthodologies Scrum et Agile, où tu aides à la préparation de cette certification, excusez-moi. Alors, petit élément, il s'avère que Philippe est le trésorier côté suisse et Adrien est le trésorier du chapitre côté français. Donc, on a l'honneur d'avoir les deux trésoriers des deux chapitres également. Hein. Est-ce que c'est une coïncidence que les deux sont dans le secteur public également? Ça, je ne sais pas, on le verra ce soir. Hein. Je vous donne donc la parole. Merci à vous deux, en tout cas, de nous faire part de vos expériences concrètes sur votre terrain et vos expériences en termes d'outils et retour d'expérience. Ok, merci Thibaut pour cette introduction. Donc sans transition, je vais lancer la présentation du Vie ma vie d'un BA dans le secteur public en Suisse romande. Alors, de quoi je vais vous parler? Et j'aimerais déjà pouvoir... Ok, voilà. Alors, je vais vous faire une rapide présentation pour planter le contexte. Après, je vais vous parler... Alors, c'est une présentation qui est assez, comment dire, un peu égocentrique parce que je vais beaucoup parler de moi, de ce que je fais, de comment je vois la BA et de comment je vis la BA dans le secteur public en Suisse romande. Donc, je m'en excuse par avance parce qu'il va y avoir beaucoup de jeux. Mais ça fait partie j'allais dire, de l'exercice. Et les questions-réponses, en fait, on va les déplacer. On répondra collectivement à l'issue des deux présentations aux différentes questions que vous pouvez vous poser. Alors, je me présente. Qui suis-je? J'ai une double formation en comptabilité, finance, contrôle de gestion et que j'ai complété en fait par un master en conception de systèmes d'information. Et c'est cette double formation en fait qui m'a naturellement amené vers le conseil et vers l'assistance à maîtrise d'ouvrage parce que
malgré mon accent, je suis français, j'ai débuté ma carrière à Paris. Et il y a de cela 25 ans, donc dans les années 2000, et il y a 25 ans, en France, on ne parlait pas de business analyst, mais bien de conseil en assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, et j'ai émigré en 2005 en Suisse romande, et donc ça fait 20 ans que je travaille essentiellement, parce que j'ai aussi un peu d'expérience dans le domaine bancaire, mais essentiellement avec des administrations sur le canton de Genève et le canton de Vaud, donc Genève et Lausanne. Voilà pour, je dirais, le contexte qui suis-je. J'ai voulu partager avec vous les objectifs que je poursuis en fait à chaque mission, parce que c'est pour moi assez structurant et ça par rapport au travail que je suis amené à faire. Au début de chaque projet, je m'astreins à avoir une bonne définition des objectifs du projet, des attentes du client, parce que ça permet d'avoir un peu ce fil rouge pendant toute la durée du projet, de manière à toujours s'assurer qu'on est dans la cible, je dirais, des objectifs qui nous ont été fixés. Avec une bonne définition des objectifs, ça permet aussi d'avoir une expression des besoins plus précise parce que on est toujours en train de relier le besoin exprimé à un objectif qui a été émis, formulé en amont du projet. Je vous le montrerai tout à l'heure dans le cadre de ma pratique de la business analyse. Mon credo, c'est de faire le lien entre le système d'information, l'architecture métier, comprenez les processus, et la stratégie. C'est pour moi un des points saillants de notre pratique actuellement, en tout cas tel que moi je la vis, et une des difficultés, on y reviendra. Et puis mes techniques, ce que j'utilise, je dirais, dans chaque projet, euh, c'est beaucoup d'écoute. Je dirais le consultant que je suis, le business analyst que je suis, j'ai pu découvrir énormément de contextes métiers différents. Donc, bien évidemment, je ne suis pas expert en tout, je ne suis pas omniscient. Donc, je suis là pour apprendre, pour comprendre les problématiques que l'on m'expose. Je suis là pour analyser, c'est-à-dire pour pouvoir challenger les problématiques qui me sont exposées. Et je suis là pour faire des propositions et donc il ne faut pas avoir peur de lancer nombre de propositions. Il y en a beaucoup qui sont peu ou pas adaptées, mais parfois une idée qui peut nous paraître saugrenue peut s'avérer en fin de compte une très bonne proposition. Donc beaucoup d'écoute, on structure et ne pas hésiter après à, je dirais, à phosphorer pour faire des propositions parce que ça permet aussi de faciliter de sortir du cadre. On en reviendra aussi. Alors, ma pratique de la business analyse. Donc, j'ai repris en fait la définition de la business analyse du Babok parce que c'est une définition qui me parle beaucoup, puisque effectivement, en tant que business analyst, on est là pour apporter du changement en définition des besoins et pour apporter des solutions qui apportent de la valeur aux parties prenantes. Donc, c'est vraiment, je paraphrase, mais c'est vraiment une définition que je m'applique au quotidien dans ma pratique de la business analyse. Cette pratique, pour moi, elle est sur 3 dimensions. La stratégie, donc c'est pour favoriser, mon travail, ça va être de favoriser une stratégie cohérente et surtout étayée par un plan d'action. Les processus, l'organisation, donc l'architecture métier, c'est faciliter la maîtrise de son activité, de son évolution, de mieux communiquer sur ce que l'on fait et de pouvoir former plus facilement les différents collaborateurs.
Et enfin, bien évidemment, les systèmes d'information, où là, le rôle du business analyst, c'est de faire l'intermédiaire entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre au sein des différentes étapes du projet. On ne reviendra pas là-dessus, mais c'est vrai qu'on est plutôt actif en phase amont des projets, dans tout ce qui est définition des besoins, structuration des exigences, etc. La phase de développement, on va être un peu moins impacté, et puis on reviendra sur les phases de test où là, on vérifie que ce qui a été, je dirais, demandé est bien livré. Alors, j'ai présenté les choses dans le désordre, mais ces 3 piliers-là, je les pratique, alors pas au quotidien, mais j'ai commencé par le système d'information et par les processus. Ça, c'était aussi lié à ma double formation. Parce qu'un système d'information qui ne s'appuie pas sur des processus qui soient pertinents et optimisés, c'est un peu comme un emplâtre sur une jambe de bois. Souvent, au tout début, on se focalise sur un système d'information, sur des exigences, des spécifications, etc. Mais la partie métier, comment elle travaille, comment elle s'organise, est souvent mal, mal fait ou c'est une problématique peu abordée dans le cadre de projets. Pire, j'allais dire, parfois on mise sur un projet de refonte de système d'information pour forcer le service, l'organisation, à évoluer et mettre à jour ses processus et son organisation. Et puis, au fur et à mesure de toute cette pratique, il manquait un élément, c'est cette cible, cette vision à long terme de où on va, parce que souvent, les projets ont une vision court terme. Et ça périclite par rapport au succès, c'est-à-dire qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir. Donc ces dernières années, j'ai pas mal travaillé sur les aspects stratégiques de manière à pouvoir projeter l'organisation sur une certaine durée, en général entre 5 et 10 ans, de manière à, avec des macro-planning bien évidemment, pouvoir séquencer en fait les différents projets qui seront nécessaires pour lui permettre d'atteindre les objectifs qu'elle se fixe dans sa stratégie. Et c'est vraiment ces 3 éléments qui doivent être liés, c'est-à-dire qu'un système d'information doit vraiment reposer sur des processus qui sont à jour et optimisés, et les deux servent une stratégie qui a été définie. Ça permet de vraiment définir l'endroit où on va aller. Dans le détail, au niveau de la stratégie, je m'appuie sur le cadre méthodologique du Business Motivation Model qui est produit par l'OMG, et d'un point de vue très pragmatique sur tout ce qui est intelligence collective, donc tout ce qui est Innovation Games ou Liberating Structure, qui produit un certain nombre d'outils pour animer des ateliers d'intelligence collective. Voilà. L'objectif, la valeur ajoutée en fait au niveau de mon activité de BA, c'est vraiment de pouvoir partager avec l'ensemble des acteurs une vision commune, des objectifs communs et la manière d'y arriver. Ça permet aussi de voir comment chaque projet va contribuer à l'atteinte de la stratégie, ce qui permet aussi après de piloter cette stratégie. Ces activités d'élaboration de stratégie sont souvent faites avec un public assez large, souvent d'assez haut niveau, cadre de direction, direction générale, où il faut vraiment les sortir de leurs problématiques quotidiennes et les pousser à réfléchir à l'avenir. Et vraiment, l'intelligence collective, pour ça, permet vraiment, avec ces outils, de souvent décaler, de sortir les personnes et de les focaliser sur cette cible qu'on veut élaborer. Ça donne d'assez bons résultats. C'est un travail assez lourd, hein. C'est des missions qui durent entre 6 et 12 mois en termes de délai, parce qu'il faut pouvoir, je dirais, il y a un certain nombre d'étapes à construire, à valider, et puis c'est des personnes qui sont souvent peu disponibles. Donc voilà, il faut compter sur un délai comme ceci. Mais ça permet après d'avoir une base solide qui va permettre de guider la structure pour les 5 ou 10 années à venir. La deuxième pan que je fais de manière beaucoup plus régulière, et je dois avouer avec une certaine délectation,
c'est tout ce qui est architecture métier et principalement donc les processus. Euh, j'ai fait trop de projets où, on va dire, la DSI ne se préoccupe que de livrer un système d'information et la maîtrise d'ouvrage n'a pas eu le temps de monter en maturité, de se poser la question de savoir son métier, son activité, quelle est-elle, hein, pour avoir le meilleur système. Donc moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est process, hein, pour vraiment essayer d'optimiser en fait et l'organisation et la manière de travailler des différentes organisations. Ça permet d'avoir une bonne connaissance de ce que l'on fait. Ça permet aussi, une fois que les activités et les rôles sont décrits, de savoir qui fait quoi, de pouvoir identifier aussi tous les goulots d'étranglement, parce que si vous avez un rôle qui se retrouve impliqué dans 5-10 processus avec 20-25 activités à réaliser, bah, vous détectez très vite ce genre de problématique, ce qui vous permet, avec une certaine maturité, de rentrer sur de la gestion de capacité et de pouvoir commencer à jouer en disant, si je veux augmenter le résultat ou une prestation de service en termes de quantité, bah, vous pouvez voir, grâce à la modélisation des processus, toutes les personnes impliquées, toutes les activités nécessaires pour le réaliser et identifier les endroits où vous allez devoir vous renforcer de manière à pouvoir augmenter en termes de cadence. Euh, les outils, méthodes utilisées, alors c'est énormément d'entretien parce que c'est discuter avec le métier, de comprendre comment ils font, pourquoi ils le font, de ne pas hésiter à reformuler, parce que c'est vrai que souvent les personnes du métier vous parlent avec leur langage, avec leurs termes, avec leurs abréviations, et Dieu sait s'il y en a. Et donc, la reformulation permet de s'accorder sur le niveau de compréhension. Parfois, on a des processus qui sont déjà décrits, donc on peut se baser là-dessus pour connaître l'existant. J'avoue que j'utilise assez souvent le CPOC, donc c'est Supplier Input, Process, Output, Consumer, ce qui me permet, quand je modélise un processus, une activité, de toujours penser à tous ces éléments-là, à savoir qui fournit l'input du processus, quel est l'input, qu'est-ce que je fais en termes de processus, qu'est-ce que je produis et pour qui. Ce sont j'allais dire, des méthodes, c'est peut-être un peu, je dirais, un peu fort comme terme, mais en tout cas un moyen mémotechnique assez intéressant. Et une autre méthode que j'utilise, en plus de toutes les autres du Babok, hein, si elles sont pertinentes en fonction du contexte, celle que j'aime bien, c'est les 5 P ou les 5 W en anglais, les 5 pourquoi. C'est vraiment quand on pose une question, de challenger la réponse qu'on nous donne pour pouvoir vraiment aller chercher je dirais, la cause racine, pour vraiment pas passer à côté d'un vrai besoin, d'une vraie raison. C'est-à-dire que souvent, nos interlocuteurs ont analysé les situations et s'arrêtent souvent à la première réponse qu'ils trouvent et qu'ils donnent. Nous, en tant que business analyst, c'est important de bousculer en fait nos interlocuteurs, alors en toute bienveillance bien évidemment, mais de les pousser dans leur retranchement, de manière à vraiment aller au cœur du problème pour apporter la meilleure réponse possible, bien évidemment. Et le troisième pan de l'activité, donc c'est les systèmes d'information. Là, j'allais dire, c'est du très habituel, hein, savoir faire des cahiers des charges, c'est faire des dossiers de spec fonctionnels, les stratégies de test, les scénarios de test, tout ça pour vraiment faciliter les interactions entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. C'est pour avoir, au niveau des cahiers des charges, des besoins clairs, vérifiés, validés, de pouvoir les tracer, ces besoins, un besoin en exigence, une exigence en fonctionnalité, de manière à ce que quand l'application est livrée, on puisse dire, bah si, vous nous avez, voilà
pourquoi on est arrivé à telle fonctionnalité, puisqu'on a tout le chaînage entre le besoin originel et la fonctionnalité, ce qui nous permet de valider l'adéquation entre le besoin et la solution. Donc effectivement, dans les activités, bon, c'est la capture des besoins, les exigences, les fonctionnalités, les workflows, les règles de gestion, toutes ces petites activités. Là encore, en termes d'outils et méthodes, je pourrais citer les 50 techniques du Babok, mais c'est vrai que je vous ai remis un peu les mêmes parce que je dirais instinctivement, c'est ces noms-là qui me sont venus en tête parce que c'est vrai que c'est des outils, des méthodes, des techniques que j'utilise assez facilement. Voilà. Donc après cette vision, je dirais, de ma pratique de la BA, parler de spécificité de la business analyse dans le secteur public et le secteur public suisse romand, parce que Adrien, lui, vous parlera du secteur public français. De manière, je dirais, très, très synthétique, moi, c'est un secteur qui me passionne pour plein de raisons. Tout d'abord parce qu'on y trouve des problématiques très spécifiques. Je vous ai cité les impôts, permis de construire, les DSI, la santé. Ce sont des missions que j'ai eu le plaisir de réaliser ou de participer. Et si je vous parle de ces différentes missions, c'est parce qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. En ce qui concerne les impôts, on a élaboré, conçu, réalisé, livré un système d'information totalement spécifique. Vous imaginez, ça date un peu, mais que on a élaboré en fait des moteurs de calcul avec des règles, des règles de gestion, des moteurs de règles pour permettre d'avoir des taxations automatisées. C'était il y a quelques années, on est passé on va dire, de l'âge de pierre avec des déclarations d'impôts papier ou qui étaient données à des taxateurs qui vérifiaient les déclarations, qui faisaient le calcul, je dirais, sur une petite calculatrice à côté, qui déterminait un montant d'impôt et après qui notifiait, je dirais, au contribuable l'impôt qu'il devait payer ou le solde d'impôt qu'il devait payer. De cette vision, on va dire, très archaïque, on est passé à une digitalisation complète en fait de la déclaration avec un calcul automatisé pour la plupart des déclarations d'impôts les plus simples, ce qui permettait je dirais, de décharger les taxateurs, donc les collaborateurs des administrations d'impôts, pour se concentrer sur des grosses déclarations techniques complexes et pouvoir y consacrer plus de temps. Ce qui permet un gain de temps, une amélioration de l'efficacité, mais c'est vraiment un système assez complexe à élaborer. J'ai aussi eu la chance de travailler sur du permis de construire. Donc, c'est un service en fait qui est chargé de réceptionner toutes les demandes de permis de construire d'un canton roman, d'analyser ces demandes de permis de construire et après, en fonction de la nature de la demande, du projet de construction, doit transmettre ces fameux dossiers de permis de construire à un certain nombre de services spécifiques, tout ce qui est les routes par rapport à des questions réglementaires par rapport aux routes, par rapport à la nature, par rapport à la chasse, par rapport à plein de choses réglementaires pour s'assurer que les projets sont conformes aux différentes réglementations. C'était un projet de refonte de système d'information qui n'était pas complexe en soi parce qu'il n'y a pas de, comme pour les impôts, de moteur de règles ou quoi que ce soit. C'est juste un énorme formulaire qui faisait 17 pages qu'il a fallu complètement digitaliser. Mais par contre, il y a une gestion de workflow derrière qui est assez compliquée parce que le nombre de services concernés, c'est plus d'une vingtaine de services, sachant qu'ils doivent être consultés dans un certain ordre en fonction de la nature du permis de construire. Donc, c'est là où on avait pas mal de challenges. Les DSI, alors ça nécessite peut-être de vous expliquer un peu le fonctionnement suisse au niveau cantonal.
au niveau des cantons, nous avons un service spécifique qui gère l'informatique de tous les départements. Donc, comprenez les différents ministères qu'on peut avoir au niveau du canton. C'est vraiment l'informatique de toute l'administration cantonale. Donc, on a tous les métiers. Donc, on a la police, on n'a pas la justice parce que c'est notre pouvoir, mais on a l'éducation, on a la santé, on a les impôts, j'en oublie, tout ce qui est le territoire, donc la construction, ce genre de choses. Et donc, on gère, c'est un service de plus de 600 personnes, on gère tous ces métiers, on gère donc de nombreux projets, je vous laisse imaginer, on gère l'infrastructure, et au niveau de cette DSI, moi j'ai beaucoup travaillé en fait sur l'élaboration de leurs processus, l'optimisation des processus, de manière à, je dirais, gagner en efficience, de manière à pouvoir produire plus, parce que nous sommes en Suisse aussi sur des problématiques de restructuration et je dirais de réduction de coûts, parce que je dirais le contexte économique est ce qu'il est en Suisse aussi, et donc on doit essayer de faire toujours mieux pour le même prix, voire moins. Et enfin, la santé. Alors la santé, j'ai pas beaucoup de recul parce que c'est un domaine que je découvre depuis 4 mois. Mais ça me paru intéressant de vous le citer parce que par rapport aux impôts, permis de construire, c'est un peu l'opposé. Euh, je travaille actuellement pour une association qui regroupe en fait un certain nombre d'hôpitaux, 12 pour être exact, et on gère leur informatique. Sachant que donc, nos clients finaux, c'est le personnel soignant, les médecins, les infirmiers et toute autre profession de santé. Et c'est des personnes qui n'ont pas le temps à nous consacrer et pour qui l'informatique est comment dire, une contrainte administrative. Et donc, là, notre rôle, c'est non pas de développer des systèmes d'information sur mesure, mais c'est vraiment d'intégrer en fait des applications qui existent de par le monde. Ça peut être des applications suisses, françaises, européennes, américaines. Et on intègre en fait ça dans un système assez complexe parce qu'on gère de tout type de problématiques. Et donc là, c'est vrai qu'en termes de business analysis sur les besoins, c'est pas du tout la même chose. Là, je fais un peu moins de système d'information, enfin, on est très système d'information parce que les processus sont, je dirais, peu décrits. Par contre, on est, on a aussi nos utilisateurs finaux qui sont assez peu accessibles et donc on a pas mal d'intermédiaires et on est dans un écosystème qui est très hiérarchisé. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a une diversité extraordinaire de problématiques et de métiers rencontrés. Je peux vous assurer que je ne suis pas expert dans aucun de ces métiers, mais on finit par acquérir une certaine culture. On a souvent affaire à des systèmes d'information très spécifiques et qui ont une durée de vie assez longue, parce que ça, c'est on va dire, une des particularités de l'administration, le temps s'écoule lentement pour beaucoup de choses. Donc, à chaque fois qu'on lance un projet, c'est souvent des projets de refonte importants. C'est des projets de grande envergure qui touchent beaucoup de monde, qui concernent beaucoup de contribuables ou de citoyens potentiellement. Et donc, c'est souvent de très, très gros projets. Ce qui en fait une certaine complexité et aussi pour le professionnel, le BA, un intérêt certain parce que plus le projet est gros, plus la complexité est importante. Ces gros projets sont souvent gérés par les DSI dont je vous parlais, là, qui regroupent les systèmes d'information des différents départements. Et c'est le côté un peu, on va dire, ancien. L'objectif des DSI, c'est de livrer un système d'information. Et de ce fait, les maîtrises d'ouvrage ne sont pas toujours bien accompagnées dans ces projets. Parce que les problématiques très métiers en termes de définition d'architecture métier, d'amélioration
cette architecture métier, bah, c'est pas une problématique en fait qui est bien couverte par le projet. Et souvent, les maîtrises d'ouvrage n'ayant pas de consultants ou de personnes formées sur ces problématiques-là, le font pas ou le font de manière un peu expéditive. Et le deuxième élément qui est pour moi aussi assez important, c'est que, alors de moins en moins parce que les mentalités évoluent, mais souvent les DSI disent, bah voilà, on a élaboré le système d'information, on vous l'a livré en temps et en heure, et ben notre boulot est fini. Et il y a toute la phase d'accompagnement au changement qui est, on va dire, faiblement prise en compte. Et ça, c'est pour moi deux grandes faiblesses des projets actuels, hein, bon, qui sont en train d'être comment dire, corrigés petit à petit, mais c'est quand même, on va dire, des, des éléments où on a une belle marge de progression. Les, les projets dans le secteur public, c'est complexe parce que ce sont des gros projets, mais surtout parce qu'on a des parties prenantes qui sont très variées, avec des jeux de pouvoir très complexes, parce que on n'a pas un seul décideur. Souvent, ce sont les différents départements métiers, tels que l'instruction, les impôts, la santé, la police, qui ont des budgets, parce que c'est eux qui, tous les ans, ils ont des budgets qui sont votés et ils sont propriétaires de ces budgets et dans une fraction de ces budgets est dédiée pour l'informatique. Et donc, ces budgets qui sont dédiés à l'informatique sont gérés par la DSI, mais sans que ça leur appartienne. Donc la décision appartient au métier, qui ne comprend pas toujours toutes les problématiques, typiquement tout ce qui est dette technologique, ce genre de choses. C'est des problématiques qui ne sont pas bien appréhendées par les métiers. Donc qui ne comprennent pas pourquoi une partie de leur budget ne se traduit pas par des fonctionnalités ou un nouveau système. Donc il y a de fortes tractations. Et qui dit forte tractation dit des processus décisionnels qui sont souvent très très longs. Par ailleurs, il y a aussi, pour pouvoir encadrer tout ça, une loi sur les marchés publics qui impose un cadre rigoureux en termes de procédures à respecter liées au montant des projets. Donc tous ces éléments-là font qu'on a une dilution dans le temps des projets et j'allais dire, on ne sait pas faire de manière caricaturale un projet en 6 mois. Ou alors c'est un tout petit projet. Un autre point qui est assez frappant, c'est le ROI, donc le retour sur investissement, RSI, comme vous voulez. Dans une administration, c'est de loin pas le seul critère, ni même souvent le premier critère pour lancer un projet. Alors, j'écarte tout de suite tous les projets qui sont dits réglementaires, pour lesquels il n'y a pas de questions à se poser, on doit les faire. Donc, voilà. Après, souvent, ce sont des critères qui vont être liés au fait des améliorations des conditions de travail, soit des utilisateurs, ou alors du bénéfice euh, que les citoyens contribuables peuvent en tirer. C'est-à-dire qu'une chose qui se fait beaucoup, c'est tout ce qui est télédéclaration, c'est des services, on a des portails où on peut déclarer beaucoup de choses, demander des services auprès de l'administration. Il y a beaucoup de digitalisation qui permet de, entre guillemets, désengorger les guichets et faire beaucoup de choses sur Internet. Donc c'est vrai que les projets ont souvent comme critère la qualité de service offert ou on va dire l'élargissement des différents services offerts. Voilà, si ça peut un peu, je dirais, présenter un- on va dire un périmètre ou dresser, on va dire, un portrait rapide du service public en Suisse, hein.
voilà. Et la conclusion que je vous ai donnée en fait en introduction, c'est que cette diversité et cette dimension de projet et de problématique est, de mon point de vue, très intéressante. Et puis, à titre personnel, avoir le sentiment d'avoir œuvré pour améliorer la vie de mes concitoyens, entre guillemets, je trouve que ça apporte une certaine satisfaction. Voilà, je vais après passer la main à Adrien, qui va vous dresser, je dirais, le portrait de la business analyse sur le secteur public en France. Et puis, je me réjouis de pouvoir répondre à vos questions à l'issue de cette deuxième présentation. Merci beaucoup, Philippe. Donc, en effet, Adrien, tu peux à ton tour présenter, faire ton retour d'expérience dans le cas de être BA dans le secteur public en France. Adrien? Adrien est en train de prendre la main. Pense à réactiver ton micro. Oui, voilà, le micro, la caméra. J'étais déjà en train de penser au partage avant moi. Ah, ok. Allez, Adrien. Eh bien, Merci encore, Philippe. merci Philippe. Je pense que tu as bien dégagé le sujet et je vais pas mal me répéter. Hein, en toute franchise, je pense qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre tout secteur public. Donc, ça va permettre de speeder un peu sur certaines choses et puis peut-être venir sur d'autres, détailler un peu les expériences. Voilà. Bon, alors déjà pour réintroduire un petit peu, à la base, moi j'ai plutôt une formation en communication digitale, un peu dans l'ère de ma génération à l'époque, hein, c'est un peu la classique. Et puis je suis parti, hop là, dans le cinéma, je suis parti dans la direction de production audiovisuelle, beaucoup plus dans l'humain et dans le management d'équipe et l'opérationnel sur le terrain. Et finalement, j'ai un peu mélangé les deux, la communication et la gestion de projet humaine. Et je me suis tourné vers la business analyse, qui répond pour moi à de multiples casquettes et qui sont justement voilà, un peu tout ce que je recherchais. Et puis à côté de ça, avec fort de mes expériences, je me suis mis un petit peu aussi dans l'accompagnement de mes plus jeunes pairs et les aider à monter en compétence sur l'agilité et sur le test des domaines que on le verra, j'ai pas mal expérimenté dans mon expérience de business analyst. Et puis, d'autre part, je me suis pas mal engagé dans le chapitre français d'IBA, où je suis donc trésorier, voilà, comme disait Thibaut tout à l'heure. Et puis également, un petit peu chez nos voisins, en étant actif au sein d'IBA Geneva. Voilà, pour ceux qui iront au congrès, on s'y retrouvera peut-être, sûrement. Voilà, de toute évidence, si vous y allez. Bon, voilà. Alors, on disait 7 années d'expérience. En fait, non, j'en ai 8 maintenant. La roue tourne. Et donc, j'ai passé un an entier à la direction générale de la cohésion sociale. J'ai passé 6 mois au ministère de la Justice. J'ai passé 1 an et demi au ministère du Travail. Et j'ai passé 2 ans ça fait 2 ans maintenant que je suis actuellement au ministère de la Santé. Voilà. Et également, j'ai fait 2 ans au service civique, enfin pour l'agence du service civique. Voilà. Je n'ai pas fait le service civique, mais j'ai travaillé pour l'agence du service civique. La pratique que j'ai eue en business analyse, elle est un peu moins stratégique et moins dans l'architecture de projet que Philippe a pu le présenter. J'ai été beaucoup plus dans l'opérationnel, dans le sens où je me suis contenté de faire du recueil de besoins. Je me suis contenté de faire de la conception, mais en rédigeant simplement de la user story ou de la SFG ou en faisant un petit peu de modélisation. Mais surtout du suivi de développement, donc simplement faire des allers-retours entre le métier et les développeurs. Beaucoup de tests, je pense que c'est la moitié de mon expérience professionnelle.
et pas mal de conduite du changement aussi. Donc, pas mal prendre par la main l'équipe A et moi et lui expliquer que c'est pas parce que l'outil il est bien qu'il va être forcément bien reçu. Il suffit pas qu'il soit parfait, il faut quand même accompagner les utilisateurs. Alors on le verra, c'est un peu une particularité du secteur public. Parfois, on peut se passer de la conduite du changement parce qu'on oblige les utilisateurs à utiliser l'outil. Ils n'ont pas le choix. Et on verra aussi que eh ben, c'est pas vrai. Ça marche pas toujours comme ça. On a des utilisateurs qui peuvent faire une levée de bouclier et boycotter l'outil voilà, de manière coordonnée et donc faire planter le projet. Voilà, comme quoi donc la conduite du changement peut être stratégique dans le secteur public aussi, contre toute attente. Et puis j'ai fait aussi un peu de support, mais là c'était plutôt à l'agence du service civique. Voilà. Mais moi on en trouve de toute façon partout, mais plus dans le support puisque de l'agence du service civique parce que c'est un outil qui est euh, peut-être piloté par le public, mais qui est à la disposition du grand public. Donc, piloté par le public, je voulais dire piloté par une administration, payée par le public, mais voilà, mise à disposition du grand public, et donc les jeunes, entre autres, et les entreprises qui veulent trouver des jeunes. Donc voilà, comme je le disais, finalement, c'était très opérationnel et moins dans la stratégie, moins dans quelque chose de haut niveau, moins dans la macro, vraiment dans le très opérationnel finalement. Je pense que aussi le business analyst en France, à l'heure actuelle, est surtout vu comme un AMOA assez, comment dirais-je, polyvalent, et donc il doit maîtriser aussi bien voilà, ce recueil que le test et la conduite du changement. Et finalement, on le verra aussi, étant donné que dans le secteur public, on est très structuré, et ben, un business analyst en France va être cantonné à une tâche très spécifique. Et donc, du coup, ça va être soit que du test, soit que de la conduite du changement, soit que du recueil de besoins de la conception. Voilà. Et chaque mission que j'ai faite, hein, vraiment, j'ai eu une tâche différente dédiée. Voilà. Bon. Si je peux donner quelques conseils. 5 petits conseils. Alors, dans le secteur public, les gens sont très procéduriales et parfois s'attendent à ce qu'on le soit, mais ne le sont pas. Et donc, du coup, il faut vraiment prendre sur soi, prendre même l'initiative de l'imposer, de le faire, de bien structurer les choses, et ce sera apprécié, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et si on ne le fait pas, ben, on va se faire bouffer et on va très vite se faire dégager. Donc, du coup, il faut imposer avec le client un système de suivi très rigoureux, hein, du reporting, de la feuille de route, etc., etc. Et aussi bien dans les actions que dans les livrables. Parce qu'on va avoir tendance à avoir des interlocuteurs en face qui vont demander des livrables sans planification, sans date claire de livraison, pour tout de suite. Et c'est pas possible parce que, en général, on fait face à plusieurs interlocuteurs. Et si on ne structure pas, on va se faire bouffer. On va se faire bouffer par les interlocuteurs qui vont abuser de notre disponibilité. Alors, un jeune consultant va vouloir se plier en quatre pour réussir à relever le challenge, mais un consultant qui a une certaine maturité doit savoir dire non, doit savoir planifier à la rigueur, s'il ne veut pas dire non, et donc faire un suivi rigoureux et être transparent. Tiens, je n'ai pas mis ça, mais être transparent avec son interlocuteur, son client, ou voilà, pour pouvoir justement qu'il n'y ait pas de déception également. Alors, autre conseil que je peux donner, c'est bien structurer sa communication, bien tracer les échanges, parce que finalement, dans le secteur public, ça peut très vite, très très vite, nous revenir dans la figure et être le fusible pour faire sauter quelqu'un, voilà, dans le projet. Quand ça va pas,
eh ben, c'est plus facile de changer un consultant que de faire porter le chapeau à un titulaire. Donc, bon conseil, eh ben, bien tracé. Mais également, petite transition. Ah ben non, c'est pas ça. Bon, ce sera le quatrième point. Mais en attendant, pour éviter justement qu'il y ait trop de tension, qu'il y ait trop de frustration, eh ben, il faut, avec les interlocuteurs, identifier les enjeux et bien les piloter. Bien comprendre quels sont les objectifs derrière. Parce que parfois, en fait, ils sont tellement, j'ai envie de dire, depuis toujours là, ils font partie des murs qu'on ne les nomme pas. Et parfois, enfin, c'est entre autres ce que j'ai vécu au ministère du Travail, eh ben, il fallait exprimer, il fallait formaliser, il fallait coucher, on va dire, ces enjeux-là pour qu'ils fassent partie des objectifs clairement identifiés et clairement, comment dirais-je, oui, voilà, auxquels il fallait répondre et donc s'inscrire dans la stratégie. Voilà. Et si jamais, au grand malheur, on faisait tomber telle ou telle action, on savait que derrière, on n'allait pas répondre à tel enjeu et donc on s'exposait éventuellement à une levée de bouclier des utilisateurs ou à une levée de bouclier d'un comité des utilisateurs, des comités voilà, de travail, etc. Donc du coup, il fallait bien identifier et tracer, identifier et piloter ces enjeux. Et c'est ce que disait un peu d'ailleurs tout à l'heure Philippe, hein, il y a des enjeux politiques, beaucoup d'enjeux politiques et donc ceux-là parfois sont voilà, ils sont là, on les nomme pas, mais il faut les nommer. Et donc voilà, tout à l'heure, je parlais de bien communiquer avec le client, mais c'est aussi lui communiquer nos alertes, être transparent sur ce qu'on identifie comme, honnêtement, sortir des bonnes pratiques, et possiblement s'exposer à des risques, heu, réglementaires ou des risques, on peut parler même d'éthique, tout simplement, hein. Il y a des fois où, chez plusieurs clients, il a fallu, remonter des alertes et demander aux clients de changer pas d'attitude, mais de direction. Sinon, en fait, nous-mêmes, on ne répondrait pas à notre code déontologique et on arrêterait là. Voilà. Avec le ministère. En général, est tout à fait entendable et en général, c'est assez vite rattrapé. Mais voilà, remonter des alertes, on le verra, c'est quand même une très bonne pratique aussi d'un consultant, on va dire, senior, et qui est mature puisque, je le détaille dans la slide suivante. Enfin, ne pas prendre trop à cœur le projet. Dans le secteur public, on parle de notre argent, de l'argent public et parfois ça fait un peu mal au cœur de voir comment elle est employée. Alors plus d'une fois, je pense que, nous, consultants, on est un peu scandalisés de voir comment elle peut être, menée, comment elle peut être dépensée, on va dire et on va vouloir se plier en 4 pour essayer de rattraper les choses ou de conseiller de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça ou peut-être, mieux prioriser et donc prendre un peu trop à cœur les choses et se retrouver dans justement, des enjeux politiques qu'on ne mesure pas et parfois, on est le fusible qui saute, voilà. Donc, ce que j'ai appris en tout cas avec, mes 8 ans d'années d'expérience, c'est que c'est bien de les identifier, c'est bien de les alerter, c'est bien de les remonter, mais c'est pas, il faut pas y aller, frontalement au casse-pipe, et penser qu'on va, sauver la situation, en se mettant, le doigt dans l'engrenage, en fait. On ne risque qu'une chose, c'est de perdre son doigt. Voilà. Donc faut parfois prendre du recul et lâcher un peu du lest et se dire: «Bon, c'est pas grave, hein, le client en face, il est incompétent et ben, on va essayer de compenser autrement, on va essayer d'alerter et cetera. On va essayer de contourner, voilà et ne pas, voilà, ne pas trop s'épuiser. Je pense aussi, ça peut être ça, s'épuiser là-dessus. C'est triste, hein, quand on est un jeune consultant et qu'on pense, qu'on va révolutionner le monde, surtout on travaille dans le secteur public, c'est-à-dire qu'on a l'impression de se lever pour quelque chose
qui a du sens, et de le voir qu'il est piétiné par 2-3 personnes incompétentes, ça fait très mal, mais il faut prendre du recul. Et voilà. Bon, je pense qu'on a compris, mais c'est quelque chose qui, je pense, qui a été. Le cœur, il parle là. Ouais, voilà, je pense que plus d'une fois, je me suis cassé la figure, et l'expérience, et encore aujourd'hui, hein, il y a des consultants, je les vois, hein, qui arrivent de loin, à fond là-dedans, et il faut un peu les attraper par l'épaule et leur dire lâche, lâche du lest, et c'est bien, tu as raison, mais personne ne t'écoute en face, et tu risques de t'épuiser, et voilà, c'est Don Quichotte, quoi, tu te bats contre des moulins. Je ne traite pas non plus les fonctionnaires de moulins, hein, mais bon, parfois, on peut se trouver face à des cas de figure qui nous dépassent. Petit bonus, dans le secteur public, il faut savoir aussi donner sans compter. Il faut faire toujours preuve d'initiative, et ne pas non plus trop chercher à facturer. Il faut savoir aussi être proactif. C'est évidemment important d'être apporteur d'affaires, hein, surtout quand on est dans une ESN. C'est un peu le nerf de la guerre, mais c'est important aussi, je pense, de fidéliser, et de montrer aussi que voilà, on n'est pas là pour compter, on est là pour accompagner. C'est souvent ce qui fait la différence, ce qui crée généralement aussi une certaine proximité avec les interlocuteurs. Bon, ben voilà. Je propose de passer à la slide suivante. Je me suis un peu trop attardé sur celle-là. Alors du coup, le bon BA, le mauvais BA. Hein, il y a le bon BA et le mauvais BA. Le bon BA, il ne faut pas qu'il perde de la valeur, c'est ce que Philippe nous a bien martelé depuis tout à l'heure. Mais je pense aussi, surtout, il faut être efficient. Et ça demande beaucoup d'expérience pour comprendre ce que c'est que l'efficience. Et ne pas s'attarder sur juste l'efficacité. C'est très bien, quelque chose d'efficace, mais il faut réfléchir, prendre du recul, et plutôt rechercher l'efficience. C'est ça un bon BA. Et il faut aussi, autre tips, quand on parle de valeur, quand on parle de priorisation, il faut clairement identifier aussi la répétabilité d'une fonctionnalité. Parce que parfois, elle peut nous paraître évidente, elle peut nous paraître importante, et on va vite identifier qu'elle n'est pas beaucoup utilisée. Et donc, du coup, il faut savoir mettre de côté cette fonctionnalité vitale, mais peu utilisée ou pas utilisée pour longtemps. Voilà. Deuxième autre critère, toujours rester à l'écoute du métier, plus, je dirais même, il faut aller l'engager. Et sur de nombreuses missions, les écouter, c'est important, hein. Déjà, ils ont besoin d'être écoutés. C'est la première étape, hein, c'est ça l'aspect humain aussi de notre métier, c'est de leur donner l'impression, et pas que l'impression, hein, mais leur faire comprendre qu'ils sont écoutés. Et derrière, au vu de ce qu'on a entendu, les engager. Je m'explique. C'est bien plus facile de leur faire comprendre, de leur faire accepter une priorisation en leur expliquant et en étant transparent. Et en général, grâce à cette transparence et cette communication, eh ben, on va réussir à obtenir généralement l'engagement des différentes parties, et un peu, je dirais pas toujours, mais un peu calmer la frustration qu'il peut y avoir. Bon, je pense à quelques expériences, évidemment, c'est pas forcément une généralité, mais voilà. Engager les parties prenantes, c'est généralement un quick win par la suite. Et, donc, il faut aussi veiller à ne pas trop les surcharger, parce qu'on va vouloir proposer pas mal de... Oui, on va vouloir leur proposer plein de conseils, on va vouloir leur proposer plein de... notre expérience, leur apporter notre regard, mais il faut faire aussi attention qu'à chaque fois qu'on va leur donner des conseils, des recommandations d'action, eh ben, on est en train de les surcharger. Et donc, il faut réfléchir, encore une fois, à l'efficience, et à ne pas trop les surcharger de conseils. Et pourtant,
il faut réussir à les faire grandir, il faut réussir à les accompagner et ne pas trop se rendre non plus dépendant. Alors encore une fois, c'est un peu contre-logique pour, un consultant, dans une ESN puisque l'objectif c'est plutôt d'être le plus possible présent. Mais finalement, ça se voit quand même, hein. Ça se voit comme un nez au milieu du visage. Ça se voit quand on veut être trop dépendant et c'est pas forcément ce qu'attend le client. Il a envie soit de vous internaliser à terme, cool, c'est bien de devenir titulaire chez eux, super. Mais dans le meilleur des cas, c'est quand même réussir à le faire grandir et à faire en sorte que un jour ou l'autre, on soit dispensable. Bon, sauf que quand on est très opérationnel, c'est difficile. Hein, quand on fait du test, l'internaliser, enfin, pourquoi pas, hein, un peu spécial. Alors, je ne sais pas si on aura le temps, je vais me le garder pour plus tard, mais où je ne rentre pas trop dans le détail, mais voilà. À la DGCS, j'ai eu une expérience où il a surtout fallu faire preuve de recul, d'observation et plutôt d'être dans la remontée d'alerte que de prendre à cœur le projet. Au ministère de la Justice, alors ça c'est une expérience assez intéressante parce que ça a été une opération, enfin c'est une mission assez claire qui a demandé une importante adaptation. Bon, après ça fait partie des compétences du BA, mais effectivement, le ministère de la Justice, on est sur un secteur très, très spécifique, hein, un peu comme la banque et assurance, avec un jargon très spécifique et donc du coup une adaptation assez, assez forte. Service civique, ça a été j'ai dû pas mal, travailler sur l'engagement des parties prenantes parce que, on s'est retrouvé au milieu d'une MEP, d'une mise en production, avec, beaucoup, d'anomalies de début de vie, heu et à cause d'un mauvais recueil de besoins, heu et donc du coup, on va dire une période de crise pendant laquelle tous les parties prenantes, voulaient faire passer rapidement des évolutions, on va dire, critiques, heu, toutes P1 quoi, à leurs yeux, toutes prioritaires à leurs yeux et donc du coup, il fallait expliquer, qu'on allait devoir répartir ces améliorations, ces évolutions, ces corrections sur 3 mois et donc il allait falloir choisir des évolutions qui allaient passer tout de suite, d'autres dans 2 mois et d'autres dans 3 mois. Et donc le meilleur moyen de faire passer la pilule, c'était de les engager et de leur faire comprendre, quelle était la logique de la priorisation et de les faire eux-mêmes, cette priorisation et donc de devoir faire des choix, de les responsabiliser, de les engager. Voilà. Ça, c'était une expérience très intéressante. Au ministère du Travail, la complexité, c'était de réussir à accompagner un chef de projet qui n'était pas du tout, compétent, dans le domaine, mais qui voulait le devenir. Donc il fallait réussir à, partir de très loin et le faire grandir pour, finir par, devenir, voilà, expert de son domaine et tout en étant, voilà, dans l'opérationnel. Donc c'était, une expérience aussi très enrichissante à ce niveau-là. Et ministère de la santé, aujourd'hui, c'est également prendre, de la distance, sur, oui, parfois certains arbitrages, qui nous paraissent, un peu, lunaires. Voilà, donc prendre de la distance et savoir relativiser, certaines choses. Voilà, donc je pourrais rentrer dans le détail de chacune, mais je pense qu'on va manquer un peu de temps, donc j'arrive à ma conclusion. Le secteur public, c'est un secteur, je pense, un peu particulier, comme l'a expliqué Philippe tout à l'heure. Je pense que sa slide était très complète, donc je ne vois pas trop ce que je vais pouvoir dire de plus. Mais rapidement, je dirais, surtout le secteur public, c'est un secteur qui est, à mes yeux, hein, très structuré. Tout à l'heure, Philippe parlait de DSI. Nous, on va avoir en France la DNUM, la direction du numérique, voilà, interministérielle, qui va superviser tous les projets dans le secteur public et veiller à ce qu'il y ait une cohérence architecturale et donc va, avec une grande maturité, piloter les projets et va tirer les grandes lignes et
réorienter les bonnes pratiques et maîtrise très bien les questions de sécurité, les questions de gestion de data, d'hébergement, etc. Donc, travailler dans le secteur public, c'est en général travailler aussi avec des gens qui sont très compétents et vraiment, je pèse mes mots, très compétents et avec des chefs de projet qui sont dédiés, qui en général aiment ce qu'ils font, en général, hein, évidemment, il y a toujours des cas un peu particulier. Donc, je le disais aussi tout à l'heure, très structuré. Et c'est pour ça qu'en général, on va avoir ça, c'est ce que disait aussi tout à l'heure Philippe. Les projets des SI sont de toute taille, mais globalement, on est sur des SI qui sont assez conséquents, qui sont assez robustes et qui sont sur du long terme. Donc, forcément, on va avoir des équipes assez importantes et donc des équipes très structurées, très compartitionnées. Et c'est pour ça que finalement, un business analyst, au sens propre du terme, bah, il sera beaucoup cantonné au recueil de besoins, à la modélisation et éventuellement à la conception, à la rédaction, voilà. Et l'échange avec les utilisateurs pour laisser d'autres tâches de la gestion du projet à d'autres experts. Alors, on peut donc aussi trouver des projets de plus petite taille, mais qui vont venir se greffer sur des plus gros. Donc, on va encore une fois graviter autour de grosses équipes. Donc, c'est toujours très intéressant de venir voir des gestions de projets. Vraiment, c'est des paquebots, hein. On parle de plusieurs millions qui sont dépensés par an pour un SI. Donc, en général, ça gravite autour de 1 à 3 millions par projet. Ouais. Voilà. D'euros en France. Hein. Voilà. En Suisse, ça ne donne pas la même chose. Quoique, je ne sais pas. À peu près pareil. Ah bon, bah alors. Waouh. Mais je pense que aussi Philippe l'a beaucoup dit enfin pas là, il l'a pas beaucoup dit, mais il l'a dit et je l'ai beaucoup dit. Mais secteur public, ce sont beaucoup d'enjeux de pouvoir très forts, des enjeux de politique, hein, puisque en face, on a des personnes qui vont avoir une carrière longue, mais avec des mandats très courts. Or, on a des projets long terme, ce qui ne colle pas du tout ensemble. Donc, on peut avoir en résultat une pression énorme sur nos projets et on va le voir, ce qui peut donner parfois des choses un peu bizarres. Et puis, bon, bah, je répète un petit peu ce qu'a dit aussi Philippe, mais des objectifs très fonctionnels. On n'a pas forcément d'enjeux avec des retours ou alors très peu. J'en ai eu à l'agence du service civique où on avait des enjeux, on va dire, métriques. Mais dans le reste, on est plutôt sur la satisfaction utilisateur. Et donc, c'est très, très intéressant d'échanger avec les utilisateurs. On est vraiment user-centrique et on est vraiment en permanence dans l'amélioration de l'application pour leur faciliter la vie. Et ce que disait Philippe tout à l'heure était un très, très bon exemple. Je n'ai pas de meilleur exemple que ce qu'il a donné tout à l'heure, donc je n'ai pas besoin de le répéter. Mais voilà, on est sur du réglementaire ou de la MCO. Voilà, tout simplement maintenir opérationnel un outil qui commence à être vieillissant, avec des utilisateurs qui pourtant ne se plaignent pas trop, fonctionnent encore sur des sites qui ressemblent à un Skyblog, mais on leur propose quand même de mettre à jour l'outil et parfois même viennent râler parce que finalement il y a plus de fonctionnalités qu'avant. Mais après accompagnement dans le changement, sont très satisfaits. Voilà. Donc, en conclusion, dans le secteur public en France, on trouve une grande maturité des SI. On a vraiment des experts compétents. On a des questions, voilà, des questions de sécurité et de pilotage de projets qui sont bien maîtrisées. Je pèse mes mots. Et on a des investissements lourds, parfois un peu trop lourds, hein, c'est ce que hein, mais avec un taux de succès très élevé. Grâce, je pense, à un bon pilotage de la DNUM et d'une bonne maturité de la DNUM, mais avec un taux de succès très élevé. Et de ce que j'ai vu pour le moment, les SI tournent
à fond, super bien, sont même parfois jalousés par nos pays voisins en Europe. Je ne parle pas des Suisses, hein, je ne me permettrai pas. Par exemple, au ministère de la Santé, là, on a un projet qui est effectivement jalousé par les autres pays européens et qui demande la même chose. Ou au ministère du Travail, un SI qui a qui a attiré l'attention sur les salons. Oui, il existe des salons de la Direction générale du travail, enfin des salons d'inspection du travail, et donc qui a aussi attiré l'attention de d'autres pays. Je crois que je peux citer la Corée du Sud, qui a demandé accompagnement de la DNUM sur un SI de la DGT. Mais voilà, dernière ligne, je reviens dessus. Beaucoup de pression Je te et coupe, des attentes je fortes suis à court rude sur terme. la Corée du Sud et pas la Corée du Nord. Ah, la Corée du Nord peut-être, mais on ne le sait pas. Non, la Corée du Nord, on ne sait pas. Mais voilà, beaucoup de pression, énormément de pression et d'attentes fortes à court terme pour qu'en général, les mandats courts, comment dirais-je, permettent de mettre en lumière un résultat. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des fonctionnaires qui veulent qu'avant la fin de leur mandat, il y ait quelque chose qui ait vu le jour. Et c'est parfois mission impossible. Voilà. Donc, c'est pourquoi je recommande l'agilité. Parce qu'avec de l'agilité, vous êtes sûr de livrer quelque chose. Et donc, du coup, vos interlocuteurs seront contents, ils auront quelque chose à livrer. Même si ce n'est pas terminé, il y a déjà quelque chose. Voilà. Bon, petit clin d'œil pour rigoler, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. On est plutôt sur des roadmaps, de toute façon, dans le secteur public, donc c'est très hybride. Mais hybride parce que finalement, on livre assez vite des choses au bout de 2-3 ans. Et voilà, ça suffit en général. 3 ans, ça peut être un mandat pour un titulaire. Voilà, ben, j'ai pas d'autre chose à rajouter, sauf répondre à vos questions. Mais je pense que j'ai bien parlé, non? Désolé. Merci à tous les deux en tout cas. Alors, on avait une petite question qui est apparue. Euh, alors, une première question alors je les prends pas vraiment dans l'ordre là, mais telles qu'elles arrivent, qui était pour toi, Adrien. Donc, c'est une personne qui est également dans le cas où elle est issue de la formation en communication et te demande un peu comment tu as vécu ta transition vers le métier de BA, parce qu'il est en train de faire la même chose. Elle, je sais pas, fait la même chose. Et quel était ton positionnement justement en début de carrière de BA? Mon positionnement? Bah, Comment tu as fait ta transition? En somme, pour beh, heu, il y a un volet quand même assez important de la business analyse qui est la conduite du changement. Et la conduite du changement est effectivement composée de beaucoup d'outils de communication, de stratégies de communication. Et qui dit stratégie, parle d'analyse. Et la business analyse encore a toute sa place. Et j'utilise énormément d'outils de business analyse pour élaborer une stratégie de communication, voire mettre en place des plans des plans opérationnels. Et voilà, hein, je pense que j'ai jamais autant utilisé la business analyse que dans la conduite du changement, pour identifier des enjeux, pour piloter des enjeux, pour tracer, relier, voilà, des actions à des enjeux, des objectifs. Donc du coup, évidemment, la communication, avoir fait des études de communication, c'est très intéressant parce qu'on peut apporter un regard innovant, d'une part, mais aussi très structuré en conduite du changement, donc en passant par de la formation, mais en parlant aussi, en passant, enfin moi, en général, conduite du changement, je le rythme en 4 temps. Dans un premier temps, annoncer qu'il va y avoir un changement. Le deuxième qui est de montrer à quoi va ressembler le changement. Le troisième qui est de former au changement. Et le quatrième qui est de accompagner ou faire un service après-vente, un suivi du changement avec, en général, encore des accompagnements début de vie, pourquoi pas un peu plus de formation, des guides utilisateurs et cetera. Voilà.
Donc, avoir des compétences en communication facilite énormément la tâche pour un business analyst dans la phase conduite du changement. Voilà. Aujourd'hui, il est clair que quand j'ai dû faire la conduite du changement, mes deux casquettes m'ont énormément servi, pas plus l'une que l'autre, autant. Voilà. Ok, j'ai une question pour Philippe que je trouve très pertinente. Comment vendre un processus à une DSI qui veut livrer vite uniquement du SI? Merci pour la question. Il n'y en a pas une autre? Alors, En somme, est-ce que tu utilises au-delà de ça, du comment, est-ce que tu utilises des indicateurs pour t'appuyer sur pour faire passer et intégrer le processus en expliquant que le SI c'est bien, mais que finalement, pour que tout fonctionne, il y a ben, le changement, comme on a parlé un peu Adrien, mais il y a le SI et puis il faut intégrer le processus, sinon on part dans un mur quelque part. Comment. oui, Ah ouais. alors, il y a pas mal de choses à dire. Au niveau du DSI, il y a des mots comme ITIL, hein, qui captent quand même beaucoup l'attention d'un DSI, parce que ce sont en fait des bonnes pratiques sur des process IT nécessaires à mettre en place pour une bonne gestion d'une DSI à tout plein de niveaux. Et ça, c'est vrai que bah, c'est des bonnes pratiques qui sont existantes sur lesquelles on peut s'appuyer. Et typiquement, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai travaillé dans la DSI sur les process. Je suis reparti de ces bonnes pratiques-là. Et puis, en partant du standard, j'ai discuté avec mes interlocuteurs en quoi la situation de la DSI était-elle particulière et en quoi il fallait adapter les processus. Euh, Après, pour vendre les process, bah, c'est ce que je disais dans ma présentation, c'est qu'un processus, d'écrire une activité, bah, ça permet à tout le monde de travailler de la même manière, donc ça permet d'avoir de l'homogénéité, ça permet de former les nouveaux collaborateurs, donc c'est quand même une aide à la formation. Ça permet de poser des indicateurs sur des activités clairement identifiées, notamment toutes les activités stratégiques, hein, et donc en fonction des résultats qu'on va tirer de ces indicateurs, de pouvoir mettre en place des actions évolutives ou correctives pour gagner en efficacité et en efficience. C'est la base d'un processus, c'est d'abord de décrire, et une fois que cette description est faite, on part sur de l'amélioration. J'ai une autre question pour toi. Tu as évoqué l'utilisation des techniques des 5 pourquoi, les 5 why, Ouais. là-dessus. Euh, Est-ce que tu as un exemple où justement l'usage, alors que tu as vécu ou que tu as pu entendre, mais une histoire qui illustre justement l'usage de la technique a permis une orientation stratégique du projet parce qu'on se rend compte qu'on est en train de partir dans un endroit où il ne fallait pas. Alors, euh, pas sur une orientation stratégique. C'est plus, j'allais dire, dans le cadre d'entretien où pourquoi vous faites telle activité? Ben, c'est pour, je dirais n'importe quoi, c'est pour avoir une pomme. Mais pourquoi? Et puis, et voilà. Sur des orientations stratégiques, on a assez peu globalement, on a assez peu d'existants. Donc, on part souvent d'une feuille blanche. Et donc, à ce niveau-là, c'est plutôt des outils de brainstorming comme les Innovation Games ou Liberating Structure qui vont nous permettre en fait de faire foisonner en fait les participants sur une thématique, hein, pour pouvoir les regrouper et surtout pouvoir les amener à partager un résultat final. C'est des ateliers, on va dire, où on rassemble. Le pourquoi, on va plutôt descendre dans du détail, alors que sur une stratégie, on est plutôt à faire foisonner maximum les idées avant de structurer. On élargit le spectre avant de synthétiser. Voilà. Donc, pas la technique des 5 pourquoi sur du stratégique.
qui est plutôt j'ai une technique en cascade qui va chercher de plus en plus profondément. J'ai une question pour tous les deux. Donc, vous pouvez répondre chacun. En fait, on est dans un marché. Alors, dans le secteur public est beaucoup régi par des marchés publics. Vous l'avez un peu évoqué tous les deux. Hein. Là, ça fait relation à une notion de cadre contractuel. Comment on va réussir à concilier ce cadre contractuel avec des itérations agiles? D'un côté, alors je pense que je comprends très bien la question. D'un côté, on a un marché public, donc un appel d'offres qui dit ce qu'il faut faire. Et à côté de ça, on a l'agile, où en fait, l'agile, c'est quoi? Ben, en fait, on va essayer de faire ce qu'on peut dans les temps et le budget donné. Comment on réussit à concilier les deux? J'aime beaucoup ta tête, Adrien. Bah, moi, je trouve que la réponse, elle est dans la question, hein. En général, les besoins, ils vont arriver. Alors, on peut avoir des gros besoins, comme par exemple refaire tout un site. Bon, là, on part sur un projet qui dure au moins 5 ans. 5 ans, ça nourrit pas mal de l'agilité quand même. Et effectivement, en général, euh, vont se greffer des petites évolutions ou de la fusion. Dans le secteur public, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'était généralement ces deux types de- d'appels d'offres. Hein. C'est, il faut refaire le site ou on va venir greffer ce petit site donc voilà, qui ressemblait à un Skyblog là. On va venir et on va le greffer sur un autre gros site. Et dans tous les cas, en fait, on va rentrer dans le cycle agile du gros projet. Voilà. Mais il y a de tout, hein. J'ai vu aussi du cycle en V, mais surtout beaucoup d'hybrides. Parce qu'il faut des roadmaps sur 2 ans, des roadmaps sur 1 an, des roadmaps sur 3 ans. Et donc, du coup, en général, bah, la roadmap pour un projet, de site, pardon, pour une refonte de site, c'est une roadmap qui est tracée pour 5 ans. Voilà. Et pour des petits projets, bah, c'est une roadmap qui est tracée pour 6 mois, qui est tracée pour 1 an, sur des petites évolutions, des, des chantiers, quoi. Sur des chantiers. Et l'agilité, c'est. Moi, j'entends encore aujourd'hui mon DSI me dire, mais je ne comprends pas ce que c'est l'agilité. Bah, moi, j'ai laissé tomber. Moi, j'ai laissé tomber d'essayer d'expliquer ce que c'est l'agilité. Tu fais de l'agilité, donc je ne pose pas de questions. C'est juste une manière de livrer régulièrement. Et si jamais tu veux mettre le frein à main sur l'autoroute et faire autre chose, eh ben on le fait. Voilà. Alors que le cycle en V, on s'engage, on est parti, et à tout moment, tu ne peux pas arrêter ton chantier. L'avantage de l'agilité, c'est qu'on peut greffer des petits chantiers, on peut arrêter ton petit chantier, on peut le retarder, on peut le prioriser, on peut le découper, l'étaler, on fait ce qu'on veut en agilité. Ouais. On priorise les chantiers. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Adrien. Après, la problématique, c'est effectivement par rapport au marché public, on s'engage à une cible. On demande Mais des oui. financements par rapport à un résultat final, alors que effectivement l'agilité, c'est on fait ce qu'on peut dans le cadre du budget. Donc, euh, je Mm. sais qu'en Suisse, on essaye d'allier les deux, et c'est, on va dire, Mm. un complexe, hein. Ouais, je vois. Puisque effectivement, on part initialement sur une cible avec effectivement une planification plus ou moins prévue, parce que c'est des éléments qu'on est obligé de fournir dans le cadre des marchés publics, hein. Mm. Mm. Et ces dispositions sont pas, enfin, contreviennent en fait à l'esprit de l'agilité. Et je suis pas un expert en agilité. Voilà. Par contre, au sein de ces grands projets, on essaye en fait de gérer toutes les phases de réalisation en mode agile, pour éviter en fait ces effets tunnels, hein, où globalement il se passe 6 mois ou plus sans qu'on voit arriver le résultat, et quand il arrive, la maîtrise d'ouvrage dit ah oui mais non mais c'est pas ce qu'on voulait. Donc en fait je pense que la réponse qu'on a en Suisse, c'est vraiment un peu un mode hybride, c'est-à-dire que on va encapsuler la méthode agile au sein d'une nécessaire planification sur 3 à 5 ans. Ouais. Non, mais
Je m'incline. Tu as bien résumé. De toute façon, c'est de l'hybride, hein. Je Mais, n'ai mais, pas vu mais un je suis projet d'accord qui. avec toi, c'est complexe parce que tout le monde veut faire de l'agile, parce qu'on sait que les cycles en V, c'est long, c'est lourd et c'est complexe et il y a pas mal d'échecs. Mais la gestion budgétaire en plus, parce qu'en Suisse, les budgets, même si on a un projet sur 5 ans, je dis à 5 millions pour être simple, on va nous donner une tranche, enfin, c'est-à-dire qu'en plus, le budget est découpé de manière annuelle. Donc, il y a une certaine complexité. Ouais. Donc, on n'a pas trouvé la solution magique, et si jamais quelqu'un l'a, on est preneur. Ouais. Je pense que je rebondirais sur, finalement, dans nos projets, on nous demande enfin, on demande et de la qualité, et de le faire en respectant un budget, et de le faire en respectant un planning, et de faire toutes les fonctionnalités. En agilité, on ne pourra pas tout faire. Et en général, ça va être la priorisation, et c'est la force de l'agilité, c'est les fonctionnalités qui vont sauter. On va maintenir le planning, on va maintenir le budget, on va maintenir la qualité, mais on va faire sauter des fonctionnalités. Et c'est la force de l'agilité. Mais ça, tu peux pas le dire. Tu peux pas l'annoncer Bah dans un non, projet. mais c'est tout le but de ce que je parlais d'engagement. C'est-à-dire que quand on va avoir nos acteurs autour de la table, il va falloir leur faire comprendre qu'il y a des fonctionnalités qui vont sauter. Parce qu'on est en agilité dans le secteur public. Parce qu'il y a surtout, on est en ressources contraintes. Aussi. On est en ressources contraintes et que la Oui. contrainte, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Ah oui, oui, parce que si on leur dit OK, on le fait, mais il faut plus de budget, ben on peut pas, puisque l'enveloppe est déjà signée, comme déjà allouée, comme l'a fait comprendre Philippe. On peut pas, parce que le planning, voilà, C'est le pareil. cadre contractuel. Et la qualité, à ce jour, je n'ai Ouais. pas vu flancher la qualité, donc non, en général, c'est plutôt bon. Les prestataires veulent rester, donc la qualité reste. Voilà. Encore une question pour tous les deux. Est-ce que le rôle de BA est clairement défini dans ces différentes initiatives, projets, ou c'est vous qui vous êtes attribué la casquette du BA? Ah, c'est des questions qui. Bon, oui, oui, bah, c'est pareil, hein, c'est une appel d'offres, donc enfin, c'est pas une appel d'offres, mais si, c'est une enveloppe pour les BA, voilà. Alors après, non, non, on est recruté pour être BA, hein, après, ce qui peut se discuter, nous, côté français, en tout cas, c'est est-ce qu'on est recruté sous l'appellation business analyst? Non, ça n'existe pas. Voilà, c'est plutôt ça. C'est est-ce que le rôle BA existe? Non, ça C'est n'existe pas. Ou alors, ça va être un abus de langage, mais très clairement, dans le référentiel des métiers SI en France, dans le secteur public, le business analyst n'existe pas. voilà, oui, oui. Pour ça. En Suisse, on est plus évolué. Permettez-moi cette petite taquinerie. Le métier de BA existe. Maintenant, c'est pas parce qu'il existe qu'il est structuré. C'est-à-dire Hmm. qu'en Suisse, en fait, on y met ce qu'on veut. Et donc, pour répondre à la question, j'allais dire ça dépend de beaucoup de choses. Alors, effectivement, en Suisse, on est un des pays les plus certifiés en business analyse. Bon, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on est un petit pays, donc ça va vite. Et je pense qu'on a une culture qui est plus ouverte, je dirais, aux méthodes anglo-saxonnes que peut-être la France. Ceci étant dit, euh, c'est vraiment très variable. Typiquement, comme je vous le disais dans la présentation, là, je démarre un nouveau challenge dans le monde de la santé. Et clairement, le monde de la santé, en termes de maturité, ils sont ils ont une très grande marge de progression, on va le dire comme ça. Le métier de business analyst, en plus de leur manière de faire, où c'est vraiment beaucoup d'intégration de systèmes, je dirais, sur étagère, euh, c'est un métier qui est assez mal compris encore sur tout ce qu'on peut apporter. A contrario, il y a d'autres structures où, je dirais, il y a une beaucoup plus forte maturité, pardon. Typiquement les fameuses DSI dont je parlais, où là, je dirais, le métier de business analyst est beaucoup plus entré dans les mœurs, beaucoup plus structuré, puisqu'il y a différents profils de business analyst qui sont identifiés. Donc, le métier est très variable. Après, je dirais ça, le troisième facteur dépend aussi du business analyst en lui-même. C'est-à-dire que moi, je sais que sur
nombre de missions que j'ai pu réaliser, puisque j'ai eu le plaisir d'en faire un petit peu plus qu'Adrien, mais dans quelques années, il pourra, je dirais, régater sans aucun problème. Je dirais, on est souvent missionné pour un périmètre, des besoins spécifiques, mais en ce qui me concerne, moi, j'ai souvent débordé en fait des missions initiales. C'est-à-dire que soit je dirais le job description était mal ficelé, donc ça m'a permis de m'étendre, qui répond, quand je m'étends, ça répond toujours à des besoins des clients. Et puis souvent, alors moins parce que les gens montent en maturité, mais je sais qu'il y a une dizaine d'années, la notion de business analyst était connue, mais mal appréhendée parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il était capable de faire. Et quand je montrais ce dont j'étais capable, ça m'a ouvert beaucoup de portes sur les missions sur lesquelles j'étais, parce que, bah, ah, mais ça, tu sais faire aussi? Bah oui, oui, je sais faire. Et hop, en fait, je plantais la tente et puis je m'étalais joyeusement au sein du service et je prenais en charge beaucoup d'activités pour le bien du service. Parce que je rebondis sur ce que disait Adrien, c'est que quand on est consultant, alors certes, on souhaite durer parce que plus la mission dure et plus on facture, etc., etc. Mais d'un point de vue éthique, il faut savoir dire stop pour dire bah non, là vous n'avez plus besoin de consultant, on a tout donné. Ça, c'est bien. Vous avez également beaucoup parlé tous les deux des notions de politique interne, etc. Est-ce que vous faites des grilles d'influence, c'est-à-dire vous mappez les influences ou vous le mettez juste dans un coin de votre tête? Et au-delà de ça, comment, comment vous en parlez, mais sans crisper finalement ou pointer du doigt un sponsor ou une politique en particulier pour pas crisper plus qu'il ne peut être le projet déjà crispé? T'as pas une question facile, hein? Alors, non, en ce qui me concerne, je fais plus que de l'avoir dans la tête, hein. Euh, dans tous les projets, j'analyse les différentes parties prenantes, hein, en termes de, je dirais, frein ou porteur de projet. C'est important de savoir sur quelle partie prenante on va pouvoir s'appuyer et sur quelle partie prenante il va falloir, entre guillemets, mettre un peu d'huile dans les rouages pour éviter d'avoir des blocages. Donc cette analyse des différentes parties prenantes, je pense que c'est une analyse qui est nécessaire dans tout projet pour éviter je dirais, de mauvaises rencontres. Après, comment gérer une partie prenante, puisque c'est un peu le pendant de la question, euh, j'allais dire, parce que ça ne marche pas toujours, mais l'idée c'est de pouvoir identifier en quoi le projet va lui être bénéfique. C'est toujours de se rapporter à la valeur de ce qu'on peut apporter. Euh, alors, valeur, c'est facilité du travail, c'est Oui, même pas que aussi financière. en termes de valeur, je dirais, d'image, parce que dans le secteur public, on est assez peu sur des gains financiers. Mais dire à une partie prenante, bah, écoutez, en étant un soutien, un sponsor de ce projet, la réussite évidente de ce futur projet va aussi rejaillir sur vous. Donc, il y a différentes méthodes, mais il faut effectivement avoir une phase d'analyse du positionnement de chaque partie prenante par rapport au projet. Ce que tu dis, ça me rappelle le projet Louvain. Je ne sais pas si tu as entendu parler du projet Louvain. Non, ça me dit rien. C'était le grand fiasco français à l'époque pour la solde militaire qui a commencé à 100 000 euros et qui a atterri à quasiment 1 500 000 au Ouais, final. Pour livrer que... on a des exemples comme ça aussi en Suisse, hein. C'est sûr que c'est pas des millions au début et des milliards à la fin parce que ça me paraît Ah, pas non, beaucoup. non. Euh, il y avait encore une question là-dessus. Je les filtre un petit peu, hein, parce que là, j'en ai quelques-unes et puis je comprends pas toujours toutes les questions posées. Ah oui, je trouvais intéressante. Tu parlais de l'architecture métier. Toi, quel est ton conseil pour fournir dans ce périmètre-là, hein, Philippe, en matière d'architecture, processus, un livrable simple qui demande peu d'efforts, mais qui a un énorme impact, qui permet de travailler sur cette base après derrière. Un exemple de livrable simple. Alors,
le problème, c'est que alors, j'ai une réponse et pas de réponse. Euh, la réponse, c'est dire avoir une cartographie de haut niveau, sans rentrer dans le détail, permet déjà on va dire, de dresser un panorama, un portrait, on va dire, haut niveau, en disant à notre partie prenante, en leur disant, ben voilà, votre structure, votre entreprise, elle peut se représenter avec tous ces différents processus. Rentrer plus dans le détail, c'est impossible de manière standard. Après, il faut contextualiser. Je prends un exemple. Pour certaines structures, les RH, la gestion des ressources humaines, ça va être un processus support. Pour d'autres, ça va être un processus stratégique. Donc, ce qui est important, en fait, c'est de pouvoir, au niveau des processus, pouvoir définir, en fait, représenter l'organisation pour laquelle on va travailler par une somme de processus. Et après, c'est la discussion avec là, c'est souvent la direction générale, c'est vraiment on va dire du top management, dire où sont, d'après vous, où sont je dirais, vos douleurs. C'est un peu comme si on allait chez le médecin. On essaye de faire un diagnostic pour voir quelles sont les priorités, quels sont les process les plus stratégiques à étudier et, je dirais, renforcer. Toujours avoir par rapport à ça la notion de valeur et de valeur client. C'est ce qui guide et ce qui va permettre d'arbitrer entre différents besoins. Mais c'est difficile. En standard, c'est du concept, mais il faut toujours l'adapter à la situation que l'on vit. Mais s'il y a un maître mot, c'est effectivement à garder, c'est quelle est la valeur? Qu'est-ce que Oui, l'on cherche à faire grâce au processus? génial. Quelques questions France-Suisse, une ou deux. J'en ai quelques-unes. Euh, Vous êtes un peu écoutés l'un et l'autre. Comment vous évaluez ce qui diffère en matière de maturité des DSI ou des SI, France et Suisse, au regard des échanges que vous avez pu avoir? Je suis Si pas je sûr peux. qu'il y ait énormément de différence. Ouais. Je me suis pas mal retrouvé dans le discours d'Adrien. Alors, il a plus insisté sur certains points que moi, mais fondamentalement, j'ai pas vu d'éléments qui soient totalement inconnus dans notre administration suisse. Après, alors, on va dire qu'il y a des spécificités suisses et des spécificités françaises, mais euh, les problèmes politiques qui influencent les projets, cette distorsion entre des projets qui sont à durée de vie longue avec des mandants qui, eux, sont assez à durée de vie courte, hein, et donc qui ont pour moi des effets néfastes, se retrouvent aussi en Suisse. Euh, C'est bien, tu entames ma deuxième réponse, mais tu y réponds, c'était sur les jeux de pouvoir. Finalement, est-ce que vous avez l'impression que entre les deux, il y a un pays où il y a des jeux de pouvoir qui sont beaucoup plus forts qu'ailleurs? Enfin, entre vous deux, comment vous évaluez les jeux de pouvoir? Est-ce que, euh, est-ce que le jeu de pouvoir entre les politiques, les exigences politiques, les politiques internes, puis j'ai envie de dire la politique générale hein, aussi, où on parle côté électoral derrière, les citoyens, contribuables et autres, euh, est-ce que vous le sentez plus fort ou moins fort en France, en Suisse, etc.? Bah, je pense que la France est très centralisée. Donc il va y avoir des enjeux peut-être un peu plus importants. Là où la Suisse est en fédération, enfin en canton et en ville, donc elle peut être un peu éclatée. C'est sûr que quand on a une nouvelle loi qui passe en France, mais ce sera une question d'échelle, mais ce sera pareil après, hein. Après, voilà, on parle juste d'un pays de 60 millions contre un canton de je ne sais pas combien de milliers. Donc, bon, mais millions. c'est hein, On est quand même au million à peu près. un million. Bon, La, voilà. enfin, la Suisse romande, les différents cantons de Suisse romande, c'est à peu près 1 million de personnes à chaque fois. Euh, je pense qu'effectivement, il y a
différence de taille, mais on va dire les ferments, les graines sont les mêmes. Bah oui, oui. Ouais, ouais. Euh, le fait, peut-être ce qui peut effectivement induire une différence, Adrien l'a cité, c'est le fait que la France soit centralisée Oui, je pensais ça. et qu'en Suisse, on est sur un modèle décentralisé. Parce que on a la confédération, on a les cantons, mais au sein même d'un canton, on a aussi, on va dire, le pouvoir cantonal et le pouvoir communal et qui fait un vrai contre-pouvoir. Donc attention de ne pas marcher sur les plates-bandes de l'autre parce que le retour de bâton se fait très Ouais. très vite et très très fort. Ah ouais, j'avais senti ça, hein, ouais, voilà, il y a beaucoup d'enjeux aux différents étages de l'administration suisse, et malgré des lois qui essaient de passer de consultation de ce qui est fait à côté pour éviter de refaire des SI qui existent déjà chez les voisins, mais qui, bon, sont plus ou moins écoutés. Ouais. Allez, Euh, j'ai une dernière question. À oui. la fin de fin. Pas évident, je vous préviens. Je la trouve géniale. En une phrase, quel est votre levier d'adoption numéro un quand obligatoire ne suffit pas? Du quoi? J'ai pas entendu le dernier mot. Je le refais. En une phrase, votre levier d'adoption numéro un car obligatoire ne suffit pas. Autrement dit, tu fais quelque chose qui est obligatoire, qui est ultra contraignant, mais c'est obligatoire. Comment faire passer la pilule? Quel est le levier d'adoption numéro un en une phrase? Alors moi je vais faire encore plus fort, je vais faire en un mot. Je vais dire manipulation. Ah, Alors j'explique. En tant que consultant, on n'a aucun pouvoir, hein, aucun pouvoir de décision. On a au mieux du leadership et c'est notre manière d'être. Et moi, alors, avec les clients avec lesquels je m'entendais bien, euh, je m'autorisais à leur dire, mais en fait, moi, mon métier, c'est de vous manipuler. C'est d'amener le client à prendre les bonnes décisions de manière consciente ou inconsciente. Hmm. Mais c'est la seule chose, parce que c'est pas moi qui peux prendre les décisions, c'est uniquement le client. Donc, il faut l'amener de gré ou de force à prendre cette bonne décision. Et c'est tout l'enjeu que j'ai en tant que consultant, c'est de le guider, parce que je peux pas l'obliger, il faut que je le guide à aller prendre cette décision. Donc, c'est pour ça que je résume tout ça en termes de manipulation, mais bien évidemment bienveillante et éthique. alors, il faut savoir qu'en psychologie, la manipulation pure et dure, ça n'existe pas. Pour manipuler, il faut accepter soi-même d'être manipulé. Donc, c'est toujours en deux sens. Oui, oui. Et toi, Adrien? Bah, moi, j'ai bien peur de ne pas avoir compris la question parce que si c'est obligatoire, c'est réglementaire, il n'y a pas le choix, point. Et Mais quand donc, ça comment... suffit pas, Ouais, voilà, quand quel ça outil suffit pas, tu quand as? ta partie prenante dit ben, je vais faire grève ou j'arrête de bosser. Ou Alors, je il y a eu fais un ce cas truc de pour figure que. à la DGT, il y a eu ce cas de figure, et le maître mot, ça a été juste de communiquer. Voilà. Il fallait communiquer à l'avance et ça passait. Le fait de ne pas communiquer, le fait de l'imposer, faisait une levée de bouclier. Mais si on communiquait, on leur expliquait par A plus B ce qu'ils y gagnaient, ça passait comme une lettre à la poste. Le Ouais. fait simplement de ne pas les consulter, de ne pas les écouter, de ne pas les inclure, faisait de la levée de bouclier. Mais une fois qu'on les avait mis autour de la table, qu'on les avait écoutés, qu'on leur avait exposé les enjeux, ça passait. Donc c'était que des questions de conduite du changement. Donc, la communication. Ouais, de l'engagement. Et la meilleure manière d'engager, c'est de leur mettre. Alors, si, je peux donner un autre tips, c'est de faire de la co-conception. En leur demandant de dessiner leur SI, ils sont responsabilisés et ils ont le couteau sous la gorge. En fait, Oui. c'est leur SI, ils sont obligés de l'accepter. Mais tu as quand même une contrainte obligatoire. Ah ben, Justement, c'est une contrainte obligatoire, c'est l'épine du pied. En gros, tu as une personne qui a une épine dans le pied, comment tu dis, ouais, mais je peux pas l'enlever, il faut que je continue à marcher. Non, mais
Mais la communication, c'est une bonne réponse, je pense. La communication est une bonne réponse. Je Oui, pense oui. que c'est par la communication, et d'ailleurs, on le voit. Allez, une dernière chose, hein, parce que vous Il en avez suffit de lui dire que parlé. l'épine n'existe pas, l'épine n'existe pas, l'épine n'existe pas. Et puis voilà. C'est dans la Moi, tête. Voilà. je disais souvent que, on parlait politique, hein, qu'on devrait remplacer souvent les assistants parlementaires par des BA. Parce que finalement, c'est quoi le poste d'un assistant parlementaire, hein? C'est d'accompagner un parlementaire à trouver des solutions à des problèmes. Bah, Et où la autant mettre le lien. différence qu'aurait l'assistant parlementaire et le BA, c'est que le BA, lui, par définition, ce n'est pas sa solution. C'est-à-dire qu'il doit, enfin, pour moi, je pense, il doit, d'un point de vue stratégique, ouvrir toutes les portes et donner toutes les possibles solutions à un décideur et le décideur responsabilise sa décision. Et ça sonne très IA tout ce que tu dis, hein. Il le fait très bien ça, l'IA. Oui, alors, ou pas, ou pas, ou pas. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Est-ce que vous voulez conclure ou proposer un dernier mot, une dernière élément, un Non, dernier bah, non, sujet? non, 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 c'est très bien là, je pense que faut s'arrêter. Mais c'était très intéressant en tout cas, Philippe, aussi d'écouter ce que tu disais et de comparer et puis même de profiter de ton expérience de senior, de 25 ans d'expérience. Voilà, Le vieux. Alors, je viens de te remercie. calculer qu'on voit IBA France, hein, mais je rappelle, ça c'est le support IBA France, mais IBA Geneva a aussi des partenaires que vous retrouverez sur le congrès BA, que les inscriptions du congrès BA sont ouvertes. Excuse-moi, Philippe, je t'ai coupé, parce que je viens de calculer qu'il y avait. Non, 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 non. Mais non, c'est vrai, je rejoins Adrien. Je pense que cette vision croisée, je dirais, du secteur public français et suisse était intéressante. Et c'est vrai que euh, globalement, au-delà des frontières, il y a un ADN service public qui ressort, quoi. Je pense que le service public, beaucoup et tous ceux qui travaillent dedans, on doivent avoir l'ADN, c'est un prérequis. Après, il y a des problématiques, je pense, côté français, mais qui sont plutôt, quand tu parlais, Adrien, des personnes qui, bon, pour résumer, qui traînent un peu les pieds. Je pense qu'on est sur une autre problématique qu'il y a moins en Suisse, c'est-à-dire c'est ce côté fonctionnaire un peu, où, où derrière ce côté Oui, fonctionnaire, il y je a crois le que tu te côté. trompes, hein, je crois que tu te trompes. Mais Il je y en a vois qu'il y a aussi, il y ce en a côté. aussi. Je pense qu'il y a vraiment ce côté management des ressources derrière, que autant peut-être dans le privé saura mieux faire que dans le public. Le accompagnement et le management de la ressource en interne dans le cadre de sa formation, dans ce qu'il a envie de faire. Je sais pas parce que on a vraiment de tout dans je te dis, hein, je pèse mes mots, mais dans le secteur public, je trouve plus d'experts que dans le secteur privé. Ah, oui, oui, aussi. Alors, c'est vrai qu'en fonction de où on se positionne, oui. Dans les ministères, Mais tu vas avoir des chefs de projet qui seront moins experts, qui seront plus paumés, qui seront un peu perdus, effectivement, et des poids morts, des boulets. Mais je pense qu'on en trouve partout, aussi bien dans le secteur public, dans le secteur privé. Mais quand je dis boulet, c'est pas un boulet qui sait pas se débrouiller, c'est vraiment qui traîne le projet vers le bas, mais c'est qui pas coule. méchant. Voilà. Il n'y a pas de méchanceté dans le terme boulet. Oui, C'est plutôt dans les euh, faits, il y a du mal. il traîne c'est un frein, c'est une encre, il traîne le projet vers le bas. Mais je pense que c'est pas de sa faute, hein, c'est juste que, bon ben voilà, il est là et il pense qu'il fait de son mieux. Je Mais pense que la gestion des ressources dans le secteur public pourrait être un sujet à part entière, Voilà, oui, que oui. ce soit France ou Suisse, parce que j'aurais aussi pas mal de choses à dire. ouais. En tout cas, merci à tous les deux. Bah, Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. voilà. Et Oui, puis, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions qui étaient Je vois très plein de cœurs et ça me fait chaud au cœur. ah, Merci. merci aux 12 personnes qui sont restées jusqu'au bout. Ben, il n'y en a plus que 11 maintenant. alors, le webinaire sera été enregistré. Vous pourrez le rediffuser. Il sera rediffusé. Je vous invite à vous inscrire à nos newsletters, hein, pour pouvoir être informé de quand il sera publié, pour pouvoir aller le voir. Vous avez quelque chose à dire? Vous aimeriez aussi prendre la parole, nous parler un peu de votre expérience, ou vous avez une technique ou quelque chose que vous aimeriez partager avec les chapitres? N'hésitez pas à contacter IBA France, IBA Geneva. On est là aussi pour ça, hein, pour pouvoir échanger avec vous et puis partager, hein, c'est ce type de partage que l'on attend entre BA.
Merci encore Adrien et Philippe. Dernier point, je rappelle que le congrès BA est ouvert, les inscriptions sont ouvertes, places limitées. Il Ouais, faut réserver vos places rapidement. oui. Et puis, vous aurez en plus la chance de nous retrouver, je crois, tous les trois à ce congrès. En plus, Tout à fait. rien que pour ça, ça mérite de venir. Ah, pour venir nous poser des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser. Exactement. Non. Merci à vous tous et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et encore merci Adrien de nous avoir fait part de vos expériences et de vos retours. Avec plaisir. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne Merci soirée. beaucoup.